de Toulouse. Annick Cazenave est connue pour ses travaux par des méthodes de satellite sur les variations au niveau marin récentes, actuelles. Et chacun sait qu'en regardant les choses de haut, on élimine les détails et on a une meilleure idée, une meilleure approche que les gens qui sont fixés au sol. Bon, j'espère. Meilleur peut-être pas, mais complémentaire en tout cas. Ouais. Bon, bonjour à tout le monde. Alors moi, je vais vous parler du changement climatique actuel et d'une de ses conséquences, la hausse du niveau des mers. Alors, voilà, ça marche, super. D'abord, je voudrais vous rappeler que sur des échelles de temps longues, on va dire de quelques années à quelques dizaines d'années, et sans perturbation extérieure, la Terre, elle devrait être en équilibre énergétique, c'est-à-dire elle devrait renvoyer vers l'espace autant d'énergie qu'elle en reçoit du Soleil. Il se trouve que depuis quelques décennies, ce n'est pas le cas. On a des observations pour ça, je ne rentre pas dans les détails, et on observe que la Terre renvoie moins d'énergie vers l'espace qu'elle n'en reçoit du Soleil. Elle est donc en état de déséquilibre énergétique, elle accumule de l'énergie, cette énergie, c'est de la chaleur. Et avec un certain nombre de conséquences. Moi, je ne sais pas où il faut viser pour passer à la diapositive suivante. Ça n'a pas l'air de marcher. Ah, faut viser où? Ben non, parce que là, on est passé... Ah oui, c'est ma faute, excusez-moi. Je suis désolée, voilà, c'est ma faute. C'est bon. Bon, la cause de ce déséquilibre énergétique, il est bien connu. Aujourd'hui, c'est l'accumulation de gaz à effet de serre dans l'atmosphère liée aux activités humaines, principalement le dioxyde de carbone, mais d'autres, qui piègent une partie du rayonnement infrarouge que la Terre réémet vers l'espace. Ici, vous avez sur cette figure l'évolution des émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2, principalement du CO2. Donc, depuis 1990, c'est la courbe noire que vous voyez sur cette figure. On voit que ça n'a fait qu'augmenter jusqu'à la pandémie Covid-19. En 2019, par rapport à 1990, eh bien, il y a eu une augmentation des émissions de plus de 60%, une petite baisse de 7%, comme vous le voyez, en 2020, à cause de la pandémie. Mais en 2021, ça repart à la hausse. En fait, heureusement pour nous, les humains, tout le CO2 ne reste pas dans l'atmosphère. Uniquement 44% des émissions anthropiques restent dans l'atmosphère. Et à cause de deux puits, d'une part la végétation terrestre qui, pour sa croissance, absorbe une partie du CO2, donc à peu près 30%, et puis l'océan qui absorbe un petit peu moins, de l'ordre de 25%. Mais avec un prix à payer, comme vous le savez, il devient de plus en plus acide avec des conséquences néfastes pour les écosystèmes marins. À gauche, sur cette figure, vous avez les sources, principalement les combustibles fossiles et puis une partie liée à la déforestation. Donc j'ai dit, la Terre, elle accumule de la chaleur en ce moment, et on sait aussi par des observations que plus de 90% de cette chaleur excédentaire est stockée dans l'océan. C'est ce que vous voyez en bleu sur cette figure. Donc, conséquence, l'océan se réchauffe et on va voir, c'est une des causes de la hausse du niveau des mers. Seulement 2% sert à réchauffer les continents, 2% à fondre les glaces, mais ça fond beaucoup, vous allez voir. Et puis 2% à réchauffer l'atmosphère. Et quand on parle du réchauffement climatique, eh bien, la plupart du temps, en fait, c'est au réchauffement de l'atmosphère qu'on pense, avec une élévation de la température moyenne de la surface de la Terre, de l'air en surface, qui est illustrée sur cette figure, sur cette courbe que vous voyez. Vous voyez, depuis 1850, une augmentation très nette, surtout depuis le milieu des années 70. En 2020, enfin non, pas en 2020, les 10 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées. Et en 2020, on a pu estimer à plus 1,2 degré en moyenne globale l'excès de température par rapport à la période 1850-1900. Je rappelle que les accords de Paris prévoyaient qu'on ne devrait pas, enfin proposait du moins qu'on ne devrait pas dépasser plus 1,5 degré pour rester dans un climat vivable pour la biosphère, y compris les humains. Mais on a déjà à 1,2, donc on va avoir du mal
à ne pas dépasser ce 1,5 degré des accords de Paris. Alors, bon, ça c'est rapidement, là, c'est pour vous montrer que ce réchauffement, il n'est pas du tout homogène à la surface de la Terre. Les continents se réchauffent plus que les océans. Et l'hémisphère nord, en particulier toute la région arctique, se réchauffe beaucoup plus que le reste de la planète. Ça, c'est pour 2020, mais c'est vrai en moyenne pour toutes les dernières décennies. Alors, les glaces fondent. Bon, c'est bien connu, les glaciers de montagne, l'Antarctique et le Groenland. Comme ça a été dit déjà dans plusieurs présentations aujourd'hui, si tout le Groenland fondait, ben, ça ferait plus 7 mètres d'élévation du niveau de la mer. L'Antarctique de l'Ouest, la partie instable, plus 5 mètres. Bon, je ne parle pas de l'Antarctique de l'Est, mais donc on surveille de très près ces deux régions du monde qui sont, comme on va le voir, les contributeurs les plus dominants à la hausse actuelle de la mer. Alors, le réchauffement de l'océan, plus la fonte des glaces continentales, ont pour conséquence une hausse actuelle de la mer. Ici, je vous montre une photo qui ressemble à celle qu'on a vue dans les présentations précédentes, qui vous montre le niveau moyen de la mer des reconstructions, donc du niveau moyen de la mer au cours des 2 derniers millénaires. On voit que ça peut varier en termes de vitesse, ça n'a jamais dépassé 0,6 mm par an au cours des derniers millénaires. Sauf, et donc on voit cette remontée rapide qui coïncide avec l'ère industrielle et en particulier pour le niveau de la mer, une remontée assez nette depuis le début du XXe siècle. Alors sur cette figure, justement, on voit l'élévation du niveau de la mer en moyenne globale depuis ici 1965. Alors jusqu'au début des années 90, en fait, ces mesures, elles sont basées sur des mesures marégraphiques dont on a déjà beaucoup parlé aujourd'hui, mais bien préciser qu'il s'agit de mesures relatives de la mer par rapport à la côte et donc qui mesurent aussi les mouvements verticaux de la croûte. Alors si on veut avoir une estimation de combien la mer monte en lien avec le climat, il faut corriger des mouvements de la croûte et ça, j'y reviendrai à la fin. Depuis le début des années 90, on mesure le niveau de la mer avec les satellites. Alors les deux types de mesures sont très importants. Les marégraphes, ça permet d'avoir une estimation de ce qui s'est passé pendant les temps historiques. L'avantage des satellites, c'est que contrairement aux marégraphes qui sont installés le long des côtes, eh bien le satellite il voit ce qui se passe en pleine mer, donc couverture globale des océans et mesures très précises, non contaminées par les mouvements de la croûte. Donc c'est vraiment la contribution climatique que l'on mesure. On a la chance d'avoir depuis donc, le début des années 90 une constellation de satellites qui mesure très précisément la topographie de surface des océans. Alors ce n'est pas seulement pour le niveau de la mer, c'est aussi pour mesurer les vagues, pour mesurer la circulation océanique, les courants, etc. Mais bien sûr, on utilise ces informations pour suivre l'évolution du niveau des mers. Donc vous voyez, on a toute une succession de satellites et il en est prévu d'autres au moins jusqu'à la fin de la présente décennie et j'espère au-delà. Et voici ce qu'on mesure donc par les satellites, cette hausse du niveau de la mer que je vais appeler absolue, donc qui n'est pas contaminée par les mouvements de la croûte terrestre. Donc là, depuis 1993, vous voyez que non seulement la mer continue de monter, mais qu'elle accélère. On voit très très nettement cette accélération. Dans les années 93-99, la hausse, la vitesse d'élévation était de l'ordre de 2 mm par an. Elle est aujourd'hui, pour les 5 dernières années, elle est de l'ordre de 4 à 5 mm par an. En moyenne globale, depuis 1990, eh bien, la mer est montée de 10 cm. Et cette valeur de 10 cm est à comparer aux 20 cm que l'on estime pour l'ensemble du XXe siècle. Donc, c'est pour illustrer cette accélération. Alors, ce que les satellites nous ont fait découvrir aussi, c'est que la mer ne monte pas de manière uniforme. Il y a des régions où ça monte beaucoup plus vite que les 3 mm par an de la moyenne globale. C'est toutes les régions que vous voyez en rouge sur cette figure.
C'est le cas dans l'hémisphère sud, dans le Pacifique tropical ouest, dans certaines parties du nord du Pacifique et de l'Atlantique. Et dans certaines régions, en particulier dans le Pacifique tropical ouest, eh bien, la vitesse d'élévation est 3 fois supérieure à la moyenne globale, ce qui fait qu'au lieu de 10 cm depuis 30 ans, dans ces régions-là, c'est plutôt 25 à 30 cm, ce qui commence à faire beaucoup, surtout dans ces régions qui sont dominées par des îles basses, des atolls, etc. Alors, les causes de la hausse actuelle de la mer, elles sont bien connues. Elles ont déjà été d'ailleurs évoquées dans plusieurs présentations. C'est d'une part le réchauffement de l'océan. L'eau se dilate parce que la mer se réchauffe. Et donc, ça fait monter le niveau de la mer. Et puis, les apports d'eau douce qui viennent de la fonte des glaces, des glaciers et des calottes polaires. Alors, on a la chance d'avoir différents systèmes d'observation pour quantifier chacune de ces contributions, des satellites, des mesures par bateau, des flotteurs automatiques. Pour l'océan, pour estimer la contribution de la dilatation thermique de l'océan, on peut utiliser depuis presque 20 ans maintenant les données d'un grand programme international de flotteurs automatiques, c'est le projet Argo, qui couvre l'ensemble du domaine océanique. C'est tous les petits points que vous voyez sur la partie en haut à droite de la figure, et qui mesure jusqu'à 2000 mètres de profondeur la température et la salinité de l'océan avec un temps de revisite de l'ordre de 10 jours. Et ça permet d'abord d'estimer le contenu thermique de l'océan et son évolution au cours du temps. Et c'est la courbe du bas. Et on a une courbe similaire pour la contribution de l'expansion thermique à la hausse de la mer. Alors ça, c'est pour le réchauffement de l'océan. Pour les glaces, je crois c'est Édouard qui a mentionné la mission GRACE, qui est en orbite. Maintenant c'est une continuation, GRACE 2, en orbite depuis 2002. C'est une mission absolument révolutionnaire. C'est 2 satellites qui volent en formation sur la même orbite et qui mesurent toutes les redistributions de masse à la surface de la Terre et dans la Terre. Et ça mesure notamment ce phénomène de rebond isostatique qui a été mentionné par Catherine, par Édouard, etc. Mais nous, on le corrige avec des modèles, parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est de combien les calottes polaires combien de glace est perdue par les calottes polaires en lien avec le réchauffement climatique, de même pour les glaciers de montagne ou d'autres phénomènes. Et voici sur cette figure, vous avez à gauche la perte de masse de glace estimée donc par ces satellites GRACE depuis 2002. Vous voyez que donc, les courbes, excusez-moi. C'est une perte de masse de glace quasiment continue. En fait, il y a une légère accélération, principalement au Groenland. Le Groenland a perdu à peu près 4000 milliards de tonnes de glace depuis 2002. L'Antarctique un petit peu moins, mais les deux, vous voyez, continuent de perdre de la glace, avec les processus qui ont été expliqués, je pense que c'est par Catherine ce matin. Et donc, ce sont aujourd'hui à plus de 60% les contributions dominantes à la hausse de la mer actuelle que l'on mesure donc par satellite. Alors, sur cette figure, vous avez justement une estimation de ce qu'on appelle le bilan du niveau de la mer actuel. Là, ça commence en 93, ça va jusqu'à ici 2016. En noir, c'est l'évolution du niveau moyen global de la mer mesurée par les satellites. Et puis, vous avez en bas, mais je ne vais pas détailler toutes les contributions individuelles, et la somme des contributions en rouge. Et on voit qu'on est capable de bien expliquer ce qu'on observe. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert, au-delà du fait que les scientifiques sont contents que ça marche bien. Eh bien, c'est très important, parce que ça permet, d'une part, de bien comprendre les processus en jeu, de détecter des évolutions, des accélérations par exemple, ou des changements brutaux. Et puis ça nous permet de dire aujourd'hui c'est la fonte des glaces qui domine le réchauffement de l'océan. Ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est aussi extrêmement important pour valider les modèles de climat
c'est la transition vers la suite, pour valider les modèles de climat qui sont développés pour simuler les climats du futur et en particulier la hausse future de la mer. Alors, est-ce que la mer va continuer à monter? La réponse est oui. De combien? Ça dépend, comme on va le voir, des scénarios d'émissions futures de gaz à effet de serre. Alors, les rapports du GIEC, depuis maintenant, je sais pas, plusieurs décennies, proposent régulièrement des projections d'élévation du niveau des mers. Là, on a deux rapports très récents. L'un qui a été publié en 2019, c'est le rapport spécial sur l'océan et la cryosphère. Et puis, plus récemment, le 8 août, le 6e rapport du GIEC, qui propose des mises à jour de ces projections futures pour toutes les variables climatiques et en particulier pour le niveau de la mer. Alors, comme je disais juste avant, ces projections, elles dépendent des trajectoires futures d'émissions de gaz à effet de serre, donc différents scénarios d'émissions. Alors, c'est illustré sur cette figure qui vous montre, d'une part, les émissions réelles, c'est-à-dire les observations, c'est la courbe noire, qui commence ici en 1980 jusqu'à 2020 à peu près. Et puis les courbes en couleur, ce sont, enfin en gris et en couleur, ce sont les trajectoires pour différents scénarios. Alors les deux courbes, les courbes en gris grisé, c'est si on continue à émettre autant qu'on le fait aujourd'hui. Et puis, les courbes en bleu et violet, c'est les trajectoires qui satisferaient les accords de Paris. Alors, dans ce cas-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, on devrait avoir atteint un pic d'émissions et puis zéro émission entre 2050 et 2070. Bon, aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, il est peu probable qu'on ait atteint un pic d'émissions puisque continue, en 2020, à émettre comme avant. Alors, qu'est-ce que ça donne pour la mer? Alors, voici une courbe qui vous montre donc des projections de la hausse future de la mer. Là, c'est toujours essentiellement pour la moyenne globale. Donc, à partir de 2000 jusqu'en 2100. Donc, là, on compare les projections en noir, la courbe noire du 5e rapport du GIEC qui a été publié en 2013. Et en rouge, les projections légèrement surévaluées, enfin pas surévaluées, mais évaluées à la hausse, du rapport du GIEC publié en 2019. Donc pour le scénario pessimiste, on va dire, qu'on appelle dans notre jargon RCP 8.5, c'est-à-dire on continue à émettre comme aujourd'hui, eh bien en moyenne globale, la hausse de la mer devrait atteindre 85 cm en moyenne, mais ça peut aller jusqu'à 1 mètre. Alors ça, ce sont des courbes, celle-là je passe. Là, c'est pour une échelle de temps un petit peu plus longue, jusqu'en 2150. C'est une courbe qui est issue du 6e rapport qui vient d'être publié en août 2021. Donc, jusqu'en 2100, même valeur que celle de la figure précédente. Et on voit qu'en 2050, ça continue jusqu'à plus d'1 mètre, 1,50 mètre, dans le cas du scénario pessimiste. Et puis les courbes que vous voyez en tireté, pointillées, en fait, ce sont des estimations ce sont des valeurs qui pourraient effectivement arriver si les calottes polaires devenaient instables. Alors, je ne vais pas en dire beaucoup plus, mais si vous avez des questions, c'est à Catherine Ritz qu'il faut poser des questions. Catherine a dit tout à l'heure ce matin qu'on voit déjà des signes d'instabilité dans certaines zones de l'Antarctique de l'Ouest. Et si ces instabilités se répandent, en particulier en Antarctique, je pense que c'est moins vrai pour le Groenland, eh bien, on pourrait avoir des évolutions du niveau de la mer, des élévations du niveau de la mer qui suivraient ces courbes en pointillés. Donc, ce n'est pas très rassurant, comme vous voyez, parce que au lieu d'1 mètre en 2100, c'est plutôt de 2,50 mètres. Et puis ça, c'est jusqu'en 2300. Donc, on va s'arrêter là, parce que sinon, vous allez être totalement effrayés. Alors, on a vu tout à l'heure que la mer ne monte pas de manière uniforme et ça va continuer dans le futur. Mais ce que je n'ai pas dit, parce que je n'ai pas le temps, c'est que cette variabilité régionale qu'on observe aujourd'hui, sur les 30 dernières années par les satellites,
c'est dû principalement aujourd'hui à la variabilité naturelle du climat. Les phénomènes El Niño, d'autres phénomènes bien connus des climatologues, des océanographes, qui font que pendant des périodes de temps de quelques années à quelques dizaines d'années, eh bien, la mer va monter plus vite dans certaines régions que dans d'autres. Sur le long terme, on ne sait pas vraiment modéliser ces phénomènes de variabilité naturelle. Et ce que vous voyez là, c'est en fait essentiellement en 2100 la variabilité régionale de la mer qui va se superposer à cette hausse moyenne globale, à ces projections moyennes globales dont je viens de parler, mais qui sont dues aux effets de rebond isostatique, non pas dû enfin, si, à la fonte passée de la dernière glaciation, mais aussi là, la fonte actuelle, parce que la fonte actuelle des glaces induit des déformations de la terre solide, alors qu'ils ne sont pas viscoélastiques, ils sont élastiques, mais peu importe, ça, je vais passer sur ça, qui induisent donc des déformations des bassins océaniques, qui modifient le champ de gravité de la Terre et qui donnent lieu, d'ailleurs je crois que Catherine avait montré une figure un peu similaire, qui donne lieu à de la variabilité régionale. Et donc ce que vous voyez là, c'est ce phénomène qui vient superposer à la hausse moyenne globale, qui est dû à des projections de la fonte des calottes polaires, qui fait que autour des calottes, on a plutôt une baisse autour de la moyenne globale, mais dans les zones tropicales, on a une amplification qui peut aller jusqu'à 30%. Donc, c'est un phénomène aussi à prendre en compte. Alors, 1 mètre, c'est pas sûr, bien sûr, mais malheureusement, on s'y achemine. À la fin du siècle, ça veut dire la moitié de la Camargue sous les eaux. Et juste pour terminer, je voudrais dire quelques mots sur les zones côtières, parce que, en fait, cette hausse du niveau des mers, si c'est 1 mètre, 2 mètres ou 3 mètres en plein océan, ça n'a pas beaucoup d'impact, mais c'est évidemment sur les régions côtières de la planète que les impacts sont les plus menaçants. Bon, je rappelle que 10% de la population mondiale vit dans les zones côtières, des altitudes inférieures à 10 mètres par rapport au niveau de la mer, que 11 des 15 plus grandes mégapoles de la planète sont situées justement au bord de la mer, pour des raisons bien évidentes, que ces zones côtières, elles sont soumises à différents stress, à la fois dus à des processus naturels, comme des transports sédimentaires le long des côtes, dus à des courants côtiers, l'apport d'eau douce par les fleuves, qui va modifier la densité de l'eau de mer, les événements extrêmes, les tempêtes, etc. Et puis les mouvements verticaux de la croûte terrestre qui font que si le sol s'enfonce, eh bien, on va avoir une hausse relative de la mer. D'ailleurs, à Venise, la hausse qui a été mentionnée par l'orateur précédent, c'est largement la subsidence du sol dans la lagune plutôt que la hausse climatique de la mer. Et puis les zones côtières, elles sont aussi, comme vous le savez bien, soumises au stress des activités humaines. Alors d'abord l'aménagement, la construction de barrages sur les fleuves qui empêchent les sédiments d'arriver à la mer, et donc ça modifie je ne suis pas une spécialiste, mais enfin c'est ce que j'ai compris, ça modifie la morphologie des plages, le rechargement de sable, enfin le dragage de sable pour les constructions urbaines, ça aussi c'est un facteur qui modifie beaucoup la morphologie des côtes, etc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la hausse de la mer à la côte, c'est pas seulement cette hausse moyenne globale dont j'ai parlé jusqu'à présent, mais c'est la superposition de plein de phénomènes. Bien sûr, la hausse moyenne globale liée au changement climatique, au réchauffement climatique, cette variabilité régionale que j'ai brièvement évoquée, qui est due à la fois à la variabilité climatique naturelle, plus à ces phénomènes de déformation de la croûte terrestre liés depuis la dernière glaciation et à cause de la fonte actuelle des glaces, plus des phénomènes côtiers de petite échelle qui, eux,
peuvent être impactés par justement ces activités humaines à la côte. Et des études récentes montrent que au moins pour les 20 dernières années, c'est la période pour laquelle on a des observations, eh bien, dans certaines régions côtières, la hausse de la mer à la côte est très différente de ce qu'on observe au large. Ça peut être soit plus rapide, soit un petit peu moins rapide. Et donc, c'est vraiment la difficulté pour prévoir, enfin du moins pour estimer ce qui va se passer dans les différentes régions côtières du monde. J'ai bientôt fini, juste pour rappeler, mais peut-être que Virginie va le dire aussi, que en 2050, à peu près 150 millions de personnes seront impactées par des inondations permanentes liées à la hausse de la mer, 300 millions par des inondations temporaires, puisque plus la mer est haute, plus lors d'événements extrêmes, eh bien, les inondations ont des impacts négatifs. Et puis, bon, vous avez les chiffres pour 2100. Et pour finir, je voudrais rappeler qu'on parle beaucoup de la hausse de la mer aujourd'hui liée au réchauffement climatique, mais dans plein de régions du monde, ce qui domine, ce n'est pas du tout l'effet climatique, mais c'est la subsidence, l'enfoncement des sols lié aux activités humaines, en particulier dans les grandes mégapoles, le pompage de l'eau dans les nappes souterraines pour alimenter les populations et pour l'industrie, etc. Et sur cette figure, vous avez des estimations de l'enfoncement, la subsidence des sols dans plusieurs régions du monde. Vous voyez que, alors c'est depuis 1900, vous voyez que pour Tokyo, Tokyo s'est enfoncé de 4 mètres jusqu'en 1975, puis quand ils ont commencé à réaliser que c'était dramatique, ils ont arrêté de pomper l'eau sous la ville. Mais ça continue dans d'autres régions du monde, et ça, c'est ma dernière. J'ai fini. Juste pour vous montrer des estimations actuelles basées aussi sur des mesures satellites, d'autres satellites, de la subsidence dans plusieurs villes côtières du monde, ou régions côtières du monde. Je crois que... Ah, j'ai pas fini. Juste pour illustrer une des régions du monde les plus impactées par ces phénomènes d'enfoncement du sol, c'est l'Indonésie, en particulier Jakarta. Vous voyez que Jakarta s'enfonce actuellement de 26 cm par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 26 cm par an. Alors qu'on parle de la hausse de la mer, ce n'est pas pour minimiser, mais 3 mm par an. Bon, ça sera plus dans le futur, mais voilà. Et ces phénomènes-là, évidemment, ils vont amplifier, ils vont surajouter à cette hausse de la mer climatique. Bon, alors je passe là, c'était des conclusions, mais je passe. Je voudrais juste vous montrer ça pour finir. C'est les sites du patrimoine mondial de l'UNESCO qui sont ou seront impactés par la hausse de la mer actuelle et future. C'est issu d'une publication de collègues, donc une publication qui date de 2014. Et vous voyez qu'il y a de nombreux sites du patrimoine mondial qui vont être impactés par la hausse de la mer, et tous ceux qui sont indiqués par un rond noir ici sont ceux qui sont déjà impactés par la mer, par la hausse de la mer. Donc vous voyez que c'est beaucoup d'ailleurs autour de la Méditerranée et en Europe de l'Ouest. Et je pense qu'ici, ça c'est la grotte Cosquer, le point orange, qui est impacté depuis la dernière déglaciation. Oui, j'ai fini. Mais qui va continuer à être impacté par la hausse actuelle de la mer, la hausse actuelle climatique. Voilà. J'ai fini.